Salut YouTube, salut tout le monde. Il y a 5 ans, j'ai décidé de lancer mon investissement en bourse. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir un PEA. J'ai ouvert mon PEA en janvier 2020. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais tout simplement faire un bilan, un récap de ces 5 premières ou de ces 5 dernières années d'investissement en bourse. Voir quelle stratégie j'ai mis en place, comment mon portefeuille a évolué, évidemment quelle a été la performance sur ces 5 dernières années, comment je me suis adapté à des, on va dire, à des années de hausse, des années de baisse. Voilà, vous partagez tout ça à travers cette vidéo aujourd'hui. Vous partagez également un petit peu le côté mindset, un peu psychologique, émotionnel, qu'on rencontre quand on investit en bourse à travers ces 5 dernières années. Quelles sont les erreurs que j'ai pu faire, quelles sont les choses que j'ai un peu mieux faites. Voilà, bref, faire un gros pot pourri de ces 5 dernières années. Vous le partagez à travers cette chaîne, car c'est vraiment le but de cette chaîne. D'ailleurs, j'ai lancé cette chaîne il y a également 5 ans, quand j'ai décidé de me lancer en bourse. Donc vous pouvez retrouver un petit peu, on va dire, l'historique à travers toutes les vidéos que vous avez sur la chaîne, de comment un petit peu j'ai navigué. Mais voilà, aujourd'hui je voudrais faire un gros résumé, un gros bilan, un gros récap. Et je vous partage tout ça sur la chaîne aujourd'hui. Je vous emmène avec moi sur mes écrans. Vamos! Avant d'aller dans le détail de ces 5 dernières années, je voudrais tout simplement repréciser et recontextualiser deux choses. La première, ça serait pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui me découvrent, voilà, sachez que je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans, dans la vie je suis en couple et je suis papa de 2 enfants et je suis salarié à temps plein. Donc j'ai un métier qui n'a rien à voir avec la finance, qui n'a rien à voir avec l'investissement. Donc voilà, sachez que je suis une personne lambda qui a décidé en 2020 de se lancer dans l'investissement en bourse et de partager tout simplement cet investissement, de documenter sur YouTube, comme je l'ai dit et comme je dis toujours sur ma chaîne, dans le but voilà, d'aider d'autres investisseurs comme moi qui se sont lancés en bourse, qui hésitent à se lancer en bourse et qui pourraient tout simplement trouver quelques tips, quelques conseils sur la manière de faire à travers ma chaîne. Et la deuxième chose que je voudrais contextualiser, recontextualiser par rapport à mon investissement en bourse, c'est le pourquoi j'ai décidé d'investir en bourse en 2020. Je pense que c'est intéressant et je trouve que c'est très important d'avoir son pourquoi, de connaître les raisons pour lesquelles on investit en bourse parce que ça va définir votre stratégie, définir vos objectifs. Et moi, en fait, la raison, elle est assez simple. Je pense qu'on pourrait retrouver la vidéo et les raisons qui étaient... voilà, ça doit être la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne à l'époque. Pourquoi j'ai décidé d'investir en bourse? C'est parce qu'à l'époque, tout simplement, j'ai une grande partie de mon patrimoine et une partie de mon épargne qui est essentiellement et principalement investie sur des assurances-vie. À l'époque, je n'ai pas d'immobilier, ce qui est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai de l'immobilier. Mais à l'époque, voilà, je suis majoritairement sur des assurances-vie ou des livrets, des comptes un peu bancaires, des choses très classiques. Et à l'époque, je vous ai mis une petite image ici, on va réduire la caméra, mais voilà un petit peu l'idée qu'on peut avoir des taux de rendement sur les assurances vie fonds euros. Hein. Moi, c'est ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire une assurance vie où il n'y a pas d'unité de compte, où il n'y a pas d'UC, comme on dit ça. Uniquement full fonds euros, et on le voyait hein, en 2020, quand je décide de lancer mon investissement en bourse, les taux sont au plus bas. Hein. Donc il faut savoir, ça marche par cycle, hein, l'économie marche par cycle, et on voit que voilà, les taux sur l'assurance vie, 2012, 2013 jusqu'à 2020, 2021 même, ne faisaient que baisser. C'est qu'après 2021, à partir de 2022, que la situation s'est renversée, et aujourd'hui, on a des beaux taux d'intérêt et de rendement sur des assurances vie fonds euros. On arrive à trouver sur le marché des assurances vie qui proposent du plus de 3%, plus de 3,5%. On a également le livret A qui vous propose, enfin qui est aujourd'hui à 3% sur l'année 2024. Je crois qu'en début d'année 25, il parle d'une petite réduction. On devrait passer aux alentours de 2,50. Mais voilà, la situation était différente. Et je voulais tout simplement, à l'époque, par rapport à ça et par rapport à mon patrimoine de l'époque, par rapport à mon épargne de l'époque, je voulais exposer, si vous voulez, justement cette épargne et ce patrimoine à un meilleur rendement que ce que j'avais ici, ou ce que j'avais à travers les livrets ou les comptes bancaires classiques. Et, euh, et quand on prend évidemment un indice, quand on prend un indice, et quand on prend de manière générale la bourse, vous prenez tout simplement par exemple le SP500, le CAC 40. Alors je vais plutôt prendre le SP500 parce que ça fait partie de ma stratégie, mais quand on prend le SP500, on voit que sur du très long terme, et on sait qu'en moyenne par an, vous allez faire quelque chose comme 7 à 8% net, en moyenne par an, depuis que les marchés financiers existent.
Et on voit que si on se met sur du très long terme, c'est des marchés qui sont tout le temps en hausse. Je vais me mettre par exemple sur les 5 dernières années. Voilà, les 5 dernières années, en 2020, finalement, hein, quand j'ai décidé d'investir, on voit qu'on a eu le Covid à un point bas, mais voilà, le SP500 typiquement a fait 83% en 5 ans. Donc, voilà, je voulais m'exposer tout simplement à ces rendements-là, qui sont, je trouve, assez spectaculaires et assez intéressants comparés au rendement que j'avais à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris une partie de mon épargne, une partie de mon patrimoine que j'ai décidé d'investir en bourse. J'ai pas tout pris, évidemment, hein. Comme je disais, en plus, j'avais toujours pas investi en immobilier à l'époque, et une grosse partie de cet investissement qui était investi sur des assurances vie et qui était mis sur des livrets classiques avait pour but d'investir en immobilier, d'avoir du cash et d'être investi sur l'immobilier et non pas en bourse. Donc j'ai quand même pris une partie de cette épargne-là et j'ai décidé voilà, de l'exposer à un meilleur rendement. Qui dit meilleur rendement, souvent aussi dit un peu plus de risque. C'est pour ça que j'ai pris qu'une partie et j'ai pas pris l'intégralité de mon épargne, de mon investissement. Et c'est un petit peu comme ça que voilà, j'ai décidé de me lancer en bourse avec cette idée-là, d'exposer mon patrimoine et mon épargne à un meilleur taux de rendement, tout en sachant que je savais que c'était un petit peu plus risqué. Mais quand on regarde un graphique, et moi les graphiques me parlent beaucoup, quand on se met sur du très long terme, là j'ai mis 5 ans, mais si on se met sur la performance historique, on voit que voilà, il y a des périodes de baisse évidemment, hein, il y a ce qu'on appelle des cracks, mais sur du très long terme, c'est très intéressant d'un point de vue rendement, la bourse. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer en bourse il y a 5 ans. Et je voulais voilà, recontextualiser ces deux choses-là avant de rentrer dans on va dire, des choses et un bilan un peu plus chiffré et des analyses un peu plus poussées. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au bilan un petit peu plus chiffré et précis de mon investissement que j'ai lancé en bourse il y a maintenant 5 ans. Et on va se retrouver sur ce fameux fichier de suivi. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le connaissent. Ceux qui sont nouveaux et qui me découvrent, sachez que ce fichier il est entièrement téléchargeable gratuitement. Je vous ai fait une vidéo tutoriel sur la chaîne que je mettrai en description de la vidéo, que je mettrai aussi en fiche qui va apparaître sur la vidéo. Mais c'est une vidéo tutoriel, c'est celle-ci sur la chaîne. Tout simplement ici, télécharge mon fichier, c'est un fichier de suivi, et je vous explique comment pas à pas le télécharger de manière gratuite, et comment tout simplement renseigner les datas, hein, afin que vous puissiez avoir le même rendu que moi in fine. Donc voilà, sachez qu'il est entièrement téléchargeable sur la chaîne. Donc du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, la performance totale, vous l'avez là, j'ai fait une performance de 40% sur ces 5 premières années. Je trouve une performance évidemment très honorable. Moi, l'objectif de cet investissement en bourse, il est, comme j'ai dit en intro, c'est de m'exposer à un meilleur rendement, mais pas non plus de superformer le marché. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la performance moyenne du marché. Comme je l'ai dit, 7-8% en moyenne par an net, et c'est ce que je cherchais. Donc en fait, si on divise 40% divisé par 5 ans, on est à peu près à 8% en moyenne chaque année. Et voilà, je suis content parce que c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Finalement, on est vraiment dans la perf un petit peu attendue. Donc l'idée maintenant, c'est que plus le temps passe évidemment, et plus on a envie d'essayer un petit peu de surperformer les choses. Mais il faut quand même rester honnête et objectif envers soi-même. Et l'objectif de départ, c'était d'exposer son patrimoine, une partie de son patrimoine à un rendement plus intéressant que j'aurais pu avoir à travers les placements que j'avais par le passé, et c'est chose faite. Donc pour le coup, je suis vraiment content de cette performance-là. Et on va voir un petit peu en détail ce qui s'est passé. On va naviguer à travers mon fichier, mais voilà, si on va prendre année après année, je pense que ça peut être intéressant. Donc la performance, comment elle est calculée tout simplement, j'ai pas des calculs super compliqués. Peut-être que ce n'est pas les chiffres les plus précis, mais comment est calculée cette performance? Vous le voyez là, c'est tout simplement un taux de variation entre le capital que j'ai investi au fil de ces 5 dernières années, et le capital que j'ai en cours, à combien est valorisé mon investissement. Et j'ai investi pendant ces 5 premières années 13 400 €, et aujourd'hui, je me retrouve avec une valorisation de mon capital qui est aux alentours de 18 777 €. Donc tout simplement ça fait 40%, et en monnaie, hein, enfin en euros, ça fait une performance de 5 377 €. Donc voilà, je suis très content. On va regarder un petit peu année après année comment ça s'est passé.
Donc on voit que j'ai commencé en janvier 2020, je suis parti de 2000 euros. J'ai fait un premier versement de 2000 euros et que j'ai mis tout de suite en place. Ça, ça faisait partie du plan. Je voulais avoir des versements programmés automatiques qui partent tous les mois parce que dès le départ, j'avais compris qu'il fallait être régulier dans son investissement en bourse si on veut que le long terme joue en notre faveur. L'effet un peu snowball, boule de neige qu'on dit, c'est que voilà, je voulais investir et je voulais que tout ça grossisse sur le long terme, puisque les marchés sont haussiers sur le long terme. Et immédiatement, je me suis dit, ok, prends une toute petite partie de tes revenus chaque mois et investis-le sur ton PEA de manière régulière. Ça te permettra d'acheter ou de faire du DCA, de mettre un DCA en place. Et voilà, donc ça c'est un réflexe, un automatique que j'ai pris d'entrée de jeu. Et on voit que voilà, j'ai fait des versements ponctuels de 2000 euros. Donc j'avais une somme au départ en tête que je voulais allouer et je voulais progressivement la mettre en place. Mais ce qui s'est passé en 2020, et je pense que tout le monde s'en rappelle, c'est qu'il y a eu le Covid. Et que j'investis, j'ouvre mon PEA le 20 ou 21 janvier. Et il se passe que courant mars, tout tombe. Le marché perd 40%. Et du coup, pour moi, je me dis, attention, je pense que un marché qui tombe va créer un point bas. Et si on reprend un petit peu notre graphique de tout à l'heure, on voit que les points bas, pour moi, ce sont des moments clairement optimaux pour investir. Parce qu'on le voit, les marchés connaissent des cracks, mais à chaque fois repartent et font quasiment à chaque fois des nouveaux plus hauts. Donc du coup, je me suis dit, c'est une opportunité à saisir. Fallait évidemment en prendre conscience. Faut aller également avoir un peu d'argent de côté, mais comme j'ai dit en intro, j'avais de l'argent de côté, j'avais de l'épargne de côté, j'avais décidé d'en consacrer une certaine part, une certaine proportion de cette épargne à l'investissement en bourse. J'ai été plus vite du coup. Je me suis pas freiné et je suis assez content parce que voilà, aujourd'hui je sais qu'une grande partie de ma performance historique est faite parce que j'ai investi aussi sur un point bas pendant l'année 2020 qui était voilà, une année on va dire marquée par le Covid et donc du coup qui a fait en plus une année spectaculaire parce que 2020 il faudrait zoomer mais on a perdu donc là on est sur l'SP500 on a fait un creux mais très rapidement et par contre on est reparti très rapidement là-haut aussi parce que vous voyez si je me mets janvier 2020 ici donc on a deux bougies rouges février et mars avec une très belle mèche là. Donc vous voyez là, le SP était, on va dire, à cette hauteur-là, il a quasiment, ouais, il a perdu, il est revenu sur des valeurs 2015-2016 presque, et il est reparti aussitôt. C'est-à-dire que si on se met en décembre 2020, on est déjà au-dessus du point haut du début de l'année 2020. Donc ça a été une année vraiment très volatile. Les marchés ont beaucoup bougé. Et donc du coup, je trouve que j'ai bien réussi à m'adapter par rapport à ça. Et on le voit sur cette première année, je fais une performance sur mon PEA de 10,88%, soit un gain de presque 900 euros. Et on le voit, hein, j'ai pas hésité à alimenter mon PEA sur cette année-là, parce que j'avais conscience que c'était un point bas, que c'était une crise, et j'avais cette conviction que sur du long terme, les marchés sont haussiers. Je pensais pas que le Covid, qui est une crise, on va dire, un peu sanitaire, qui a eu des impacts assez importants sur l'économie, ce qui est logique, mais je ne voyais pas ça comme une remise en cause du système capitaliste dans lequel on est. Et je me suis dit tout simplement, il va y avoir un creux, un moment difficile à passer, puis ça va repartir sur du long terme. Conviction du long terme, conviction que les marchés sont efficaces et haussiers sur du long terme. Donc voilà, je trouve plutôt bien réagi là-dessus, et j'ai eu, on va dire, évidemment, le capital nécessaire aussi à investir. Et je pense que j'ai bien réagi par rapport à cette première année. Et on voit que sur les années suivantes, après, j'ai eu très peu d'investissement ponctuel. J'ai vraiment continué mon investissement automatique. On voit qu'en 2021, j'ai décidé d'augmenter. Je suis passé de 50 à 75%. Donc j'ai fait plus de 50% sur mon investissement mensuel que je mets de manière automatique. Et là, les années ont passé et voilà, je suis en full versement automatique. Ça part, c'est vraiment un versement automatique qui est programmé. C'est-à-dire que je touche mon revenu et j'ai un versement automatique qui part pour toutes les charges de mon foyer, la vie, on va dire, de mon foyer, de ma famille, de tous les jours. Mais j'ai aussi des versements automatiques qui partent pour mon épargne, pour mes investissements. Et voilà, ça, je l'ai mis en place, ça bouge pas. Et on voit que, voilà, que ça a passé. Et petit spoiler, là, j'ai décidé
en janvier 2025, d'augmenter encore une fois. Je vais passer à 100 euros par mois sur mon PEA. Donc voilà, l'idée, c'est encore une fois, comme je disais, c'est, je suis en plus, l'investissement en bourse, plus on reste, enfin, plus le temps passe, plus on est investi en bourse, et plus c'est agréable, plus on voit la performance, et plus on voit que c'est facile à mener, et plus on voit que c'est efficace tout simplement. Donc ça nous donne envie de, voilà, moi en tout cas, ça me donne envie de réajuster un peu plus les choses et de pencher un peu plus, on va dire, la balance entre peut-être les investissements classiques, l'immobilier et la bourse, un peu plus vers la bourse, quoi. J'ai envie que la bourse prenne un peu plus de poids, et en tout cas, c'est ce qui s'est passé tout au long de ces années-là, quoi. Donc voilà, si on fait un peu récap après année, pardon, on voit que voilà, j'ai fait 10,88%. On voit qu'en 2021, j'ai fait 16,32%, donc une très bonne année. On voit qu'en 2022, ça a été une année baissière, j'ai fait 8,48%. Et que finalement, après 2023, 16, 2024, presque 8. Là, 2025 vient de commencer, on commence très fort, plus 3. Voilà, j'ai connu une année baissière, mais on voit qu'en 2022, ça m'a pas pour autant stoppé, ça m'a pas bloqué, j'ai continué à alimenter mon PEA et j'ai continué à investir. Donc voilà un petit peu pour le reflet un peu de comment j'ai alimenté mon investissement en bourse tout au long de l'année. Finalement, si on prend l'investissement total que j'ai mis, j'ai 13 400 euros d'investis, il y a eu 7 300 euros de versement ponctuel et 4 100 euros de versement programmé, donc il faudrait que je mette même 9 300 parce qu'il faut prendre en compte le versement initial. Mais et je sais que voilà, j'ai continué et je vais investir de plus en plus de manière automatique. Je veux alimenter mes comptes. En tout cas, je veux alimenter mon PEA parce que je veux continuer à investir en bourse sur du très long terme. Je vois que voilà, ça porte ses fruits. Je vois que la stratégie que j'ai mis en place, on va la voir dans un instant, mais correspond un petit peu à mes attentes et à mes objectifs qui étaient de faire 7-8% minimum en moyenne par an. Donc c'est plutôt cool. D'un point de vue portefeuille, si on se penche de mon portefeuille sur mon PEA, donc aujourd'hui vous avez le reflet ici de mon portefeuille, on voit que je suis à 54% sur des ETF et à 40% en actions. Et je l'ai toujours dit et je le redis, moi j'ai une stratégie qui se veut plus orientée ETF, de par ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que je veux répliquer la performance du marché, de par ce que j'ai aussi expliqué en introduction, où je ne suis pas un expert tout simplement en analyse fondamentale, en analyse quantitative, en bilan comptable, chiffré d'une entreprise. Donc analyser une entreprise est vraiment quelque chose qui n'est pas le plus facile pour moi et le plus agréable, et c'est ce qui me prend le plus de temps. Et je pense que je partirais plus sur... si je devais être, on va dire, plus exposé à des actions et moins à des ETF, ça serait une stratégie plus de stock picking pour essayer de surperformer le marché. Et j'ai le sentiment que je suis pas prêt encore. Je sais pas, le Thomas d'aujourd'hui, même si ça fait 5 ans qu'il investit, bah, n'est pas prêt à basculer sur une stratégie de stock picking parce que je me sens pas compétent là-dedans. Et si je suis pas compétent là-dedans, je pense que je vais avoir du mal après à gérer mes émotions, à gérer ma psychologie, et donc du coup à gérer mon investissement en bourse au fil du temps. Les ETF, c'est vraiment très bien, c'est vraiment, on réplique la performance des marchés, et ça me va, et c'est très facile à mettre en place. Et j'ai évidemment une partie action parce que elle s'explique comment? Elle s'explique par aussi le Covid que j'ai connu en 2020. Le Covid que j'ai connu en 2020, si les gens sur cette chaîne l'ont connu également, si jamais vous décidez un jour de vous lancer en investissement en bourse et que les marchés montent, puis tout d'un coup vous allez avoir un crack, vous avez l'impression que c'est les soldes, quoi. Et c'est les soldes sur beaucoup de dossiers, et encore une fois, c'était une crise sanitaire qui a eu des impacts sur l'économie, mais on savait que c'était temporaire. On savait que les boîtes du jour au lendemain n'étaient pas devenues des mauvaises boîtes. C'est juste que voilà, il y a des choses qu'ont engendré le Covid, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus se déplacer, forcément on consommait différemment, on consommait moins. Donc forcément, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu tout simplement leur chiffre d'affaires diminuer, leur croissance diminuer, et forcément, ça a été marqué par le marché. Mais voilà, quand vous connaissez un creux, une année un peu, un crack si j'ai envie de dire, ça donne envie d'aller se positionner sur des très bons dossiers. Et sur aussi des dossiers parfois qui sont pas si bons que ça, hein, parce que voilà, les premières actions que j'ai achetées au départ n'étaient pas forcément les bonnes. Mais c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui j'ai 40% de mon portefeuille qui est en actions. C'est aussi que ça m'a un peu stimulé cette année 2020 à me dire, ok, essaye d'acheter des valeurs également, des actions que tu considères comme des bonnes valeurs et qui pourraient peut-être surperformer les indices sur du long terme. Donc voilà ce qui explique pourquoi j'ai ça aujourd'hui.
Si on regarde un petit peu, on va regarder un petit peu ma stratégie ETF. Vous voyez, j'ai 3 ETF aujourd'hui en portefeuille. Je suis passé, à un moment donné, au tout départ, j'avais de l'ETF World, de l'ETF SP500, de l'ETF Nasdaq, de l'ETF émergent, de l'ETF européen. J'avais 5 ou 6 ETF et j'ai décidé tout simplement d'en garder que 3 et d'avoir l'objectif de cette stratégie, c'est une exposition au marché financier d'un point de vue géographique, d'un point de vue mondial. Et en ayant les États-Unis, qui sont les leaders des marchés financiers, hein, en ayant l'Europe et en ayant les pays émergents, je couvre presque quasi dans la totalité, on va dire, les marchés financiers euh, mondiaux. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de garder uniquement ces 3 ETF-là. Donc ce qui est bien avec des ETF, c'est qu'en fait, au sein d'un PEA, ça vous donne la possibilité de vous exposer, comme je viens de le dire, à des valeurs américaines, à des valeurs hors européennes, parce qu'aujourd'hui, si vous ouvrez un PEA, les principales valeurs que vous allez pouvoir acheter en termes d'actions, ça va être des actions françaises ou européennes. Vous ne pouvez pas acheter du Apple sur votre PEA, c'est une valeur américaine. Vous ne pouvez pas acheter du Alibaba, qui est une valeur chinoise. Bref, c'est vraiment dans la France et dans l'Europe. Et donc du coup, vous pouvez être exposé à ces zones géographiques en passant par des ETF. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces ETF-là, qui sont des ETF indiciels, qui répliquent la performance d'un indice, là pour le coup le SP500, un indice qu'on voyait tout simplement ici, et du coup, ça va vous permettre d'avoir les performances d'un marché leader comme le marché américain au sein de votre PE. Donc voilà, j'ai défini au fur et à mesure du temps, j'ai défini une cible. J'ai défini une cible qui était de 50% SP500, donc marché américain, 25% émergent et 25% européen. On voit qu'aujourd'hui, j'y suis presque. Bon, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Mais voilà, j'ai décidé, et par rapport à ces ETF-là, j'avais décidé de faire un DCA, c'est-à-dire d'investir le plus régulièrement possible. C'est une chose que j'ai pas vraiment faite de manière la plus assidue. Hein. On voit qu'en 2020, j'ai commencé le 22 janvier 2020. Donc, voyez, premier investissement le 22 janvier 2020. Donc, vous voyez, c'était il y a un an. Et j'ai commencé par acheter du SP500. Ouais, j'en ai acheté 12. Là, on voit que le stock 600, j'avais commencé qu'en janvier 2022 et que le pays émergent le 22 janvier. C'est ce que je vous disais, aujourd'hui il me reste que ces 3 ETF là en portefeuille, mais j'en ai eu plein d'autres par le passé. Et donc du coup, voilà, j'ai investi tout au long de ces 5 ans. On voit qu'en 2020, j'avais fait 3 lignes. En 2021, j'ai investi qu'une fois, mine de rien, sur le SP500. Donc encore une fois, à l'époque, j'ai aussi d'autres ETF, donc peut-être que j'ai plus investi sur d'autres ETF. On voit qu'en 2022, j'ai plutôt été assez régulier. En 2023, j'ai investi qu'une fois aussi. Et en 2024, j'ai réussi à être régulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut où je sois plus régulier, c'est sur ce DCA et que j'arrive à... Voilà, l'argent que je mets tous les mois en bourse, il faut que je sois investi. Parce que, encore une fois, hein, aujourd'hui, j'ai 3,9% des liquidités, donc ça représente 735 euros. L'objectif quand on ouvre un PEA, alors après tout dépend où vous l'ouvrez, mais moi en tout cas chez Bourse Direct, mon PEA est chez Bourse Direct, donc vous voyez ici. Mon PEA chez Bourse Direct, les liquidités qu'on a, donc le solde d'espèces, n'est pas rémunéré. Vous avez certains courtiers qui rémunèrent le cash que vous laissez, donc ça peut être intéressant. Moi, ce n'est pas le cas. Donc l'idée, c'est que évidemment, la majorité de l'argent que je vais injecter sur mon PEA soit investi, soit exposé au marché financier pour bénéficier de cette croissance. C'est toujours bien d'avoir une petite poche de liquidité, parce que comme je disais, si jamais il y a un petit crack, un petit creux bas, c'est intéressant de pouvoir investir. Donc voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, ETF. On a également la partie action de mon portefeuille. Donc voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai une petite dizaine d'actions en portefeuille. C'est des valeurs sur lesquelles j'ai des convictions sur du très long terme. Vinci, Air Liquide, L'Oréal, Dassault, OBE, Schneider Electric, Euronext, LVMH et Amundi. Voilà, c'est des portefeuilles. Bon, en tant que cas, c'est des valeurs que j'ai en portefeuille. On voit que j'ai une performance historique de 27%. Donc on voit que j'ai pas été regardé sur mon ETF, mais la performance historique de mon ETF, c'est de 29,9%, donc presque 30%. Donc quand on fait du DCA, il faut savoir qu'on ne fera jamais la performance entière qu'on peut lire des fois de manière annuelle. C'est-à-dire que souvent vous allez entendre « Ah, le SP500 cette année a fait 20%. » Mais quand on fait du DCA, vu qu'on investit tous les mois, votre PEO il monte, puisqu'un indice monte. Et donc votre performance, forcément, elle n'est pas... La performance réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre, elle va être forcément un peu moins bonne, puisque vous allez suivre l'indice. Et on voit que finalement, sur mon portefeuille ETF, je ne l'ai pas fait, mais on peut regarder ici année après année. On voit que voilà, mon portefeuille, ça reflète la performance globale de mon portefeuille, mais on voit que la partie ETF a fait 10% ici, 23% ici. En 2022, année baissière, donc logiquement, vu que je suis exposé à des indices, ma partie ETF fait une performance négative, puis que c'est reparti là. On voit que voilà,
on voit en tout cas que sur les 5 premières années, 2020 à 2024, j'ai 4 années dans le vert et une année dans le rouge. Donc voilà un petit peu pour la partie performance des ETF. Donc vous voyez, tout à l'heure je parlais j'avais du CW8, donc ça c'est l'ETF World, j'avais du Panix, ça c'est du ETF Nasdaq. Là CD8 c'était un autre ETF européen, mais qui n'était pas assez diversifié, je crois qu'il avait que 50 valeurs. Le, comment dire, le MMS de mémoire, je crois que c'était celui qui était sur les small cap. Et j'ai eu historiquement un ETF sur les small cap. J'ai décidé de m'en séparer pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans une vidéo, mais voilà, c'est en tout cas pas ma stratégie, le small cap. Et ça, c'est le pays émergent. Donc vous voyez, comme je disais, j'avais 5 ou 6 ETF à l'époque en portefeuille. Et on voit qu'aujourd'hui, j'avais le RS2K aussi, qui est le small cap américain. Donc on voit que je me suis concentré et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça simplifie la gestion, ça simplifie la compréhension, ça simplifie tout simplement la stratégie et ça simplifie la gestion de son investissement et c'est plus facile à gérer. Et donc voilà pour la partie ETF, je vais revenir sur les actions du coup. Et donc je disais, voilà, j'ai une petite dizaine de valeurs sur lesquelles j'ai des convictions à long terme. On voit que j'ai fait depuis 2022 beaucoup finalement de va-et-vient. On voit que alors j'ai pas les entrées-sorties depuis 2020, il faudrait aller dans mon fichier ici, achat-revente, mais vous voyez qu'en 2020, l'une des premières actions que j'ai dû acheter, c'est XFAB. Aujourd'hui, je me pose encore la question pourquoi j'ai fait ça, mais encore une fois, c'est parce que à l'époque, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En plus, quand je regarde la date, c'était même pas après Covid, parce que j'avais acheté du Peugeot, du Morel Prom. Voilà, je pense un peu l'excitation de se lancer en bourse. Ça aussi, il faut faire attention. Quand on se lance en bourse, on se dit ça y est, j'ai fait mes versements, j'ai investi. J'avais, je pense, une stratégie qui n'était pas vraiment définie. Je pense que je me laissais trop influencer par ce que je pouvais trouver sur les médias, que ce soit sur YouTube, les réseaux ou autres. Et donc du coup j'ai acheté un petit peu, des fois la presse aussi. J'aimais bien lire à l'époque, je me rappelle le magazine Investir où ils vous disent voilà, s'il faut acheter, s'il faut vendre, des choses comme ça. Donc j'étais pas vraiment un investisseur affirmé, confirmé. Et encore une fois, comme j'ai dit, le stop picking ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ça le sera, je pense, en tout cas, ça l'est toujours pas, quoi. Et je sais pas si ça le sera un jour dans un futur plus ou moins proche. Mais voilà, j'avais beaucoup de valeurs. Vous voyez que j'avais du Société Générale. Enfin voilà, on voit que j'ai fait des belles performances sur la majorité des valeurs. Et on voit que l'ensemble de mes mouvements achat-revente me permet aujourd'hui d'avoir dégagé 744 € en espèces, mais en plus-value. Mais voilà, j'avais beaucoup de valeurs. J'avais beaucoup de valeurs. Et des valeurs que j'estime en plus pas très intéressantes sur du très long terme. Beaucoup. Donc voilà, j'ai fait quelques allers-retours en action. Et je me suis concentré sur un portefeuille qui fait que 10 actions, comme je disais, sur lesquelles j'ai des convictions, et je trouve sur lesquelles, voilà, encore une fois, c'est plus facile à gérer, plus facile à suivre, et ce sont des valeurs que je connais vraiment. Vinci, je connais très bien, Air Liquide aussi, L'Oréal. Il y a des choses qui me touchent, que je comprends. On est dans un environnement voilà, qui est plus facile à appréhender et à comprendre au quotidien, alors que quand je retrouve certaines valeurs que j'ai montrées à l'instant, XFAB, aujourd'hui, vous me demandez ce que c'est. Je crois que c'était une pharma, non, une biotech, quelque chose comme ça. Morel Pro, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était sur du pétrole. Natixis, c'est de la banque. Valneva, je crois que c'est aussi du biotech. Mais c'est des trucs qui me touchent pas du tout. Et voilà, j'avais dû investir, encore une fois, parce que je m'étais un petit peu influencé. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et si on regarde les performances année après année sur mes actions, hein, on voit que voilà, j'ai fait une performance de 14% en 2020, 9% en 2021, une année rouge en 2022, qui était une année baissière, 2023 plus 19%, 2024 cette année qui vient de se finir, où là aussi la situation 2024 en France a été particulière, et vu que mes actions pour le coup qui sont là sont uniquement françaises, j'ai subi on va dire la pression macroéconomique et les aléas on va dire politiques qui concernent notre pays. Et on voit que là en 2025 ça repart bien, mais on est au tout début donc ça veut strictement rien dire. Et là aussi je m'étais fait on va dire un portefeuille cible que j'essaye un petit peu d'ajuster, de varier, mais aujourd'hui le principal de mes investissements se fait à travers des ETF et je vais continuer massivement à investir sur des ETF je pense. Là vraiment les valeurs que j'aimerais bien renforcer c'est LVMH et il y a peut-être une ou deux valeurs que j'aimerais bien intégrer dans mon PEA qui sont Ferrari, Essilor et Nemetschek, mais ce sont des valeurs qui sont pour le moment très surévaluées et donc du coup j'ai du mal à rentrer. Ça faut faire attention à l'évaluation
à la valorisation et l'évaluation d'une entreprise, à pas l'acheter trop cher. Je sais que j'ai fait quelques erreurs là-dessus sur quelques dossiers. Donc ça, c'est aussi attention à faire et à prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour la partie action de mon portefeuille. D'un point de vue dividende, ça n'a jamais été ma stratégie. Sur ce fichier, vous le savez, je fais un petit, voilà, je fais un petit tableur de mes dividendes que je touche, et puis ça nous permet de voir un petit peu l'évolution. On voit qu'en 2020, j'en ai touché 3,50 €, donc c'était ridicule. Et ensuite, voilà, j'ai touché 146, 134, 143, 174. Donc on voit que ça remonte un petit peu sur le long terme, mais encore une fois, c'est vraiment pas ma politique, les dividendes, c'est pas ma stratégie. Moi, j'ai vraiment une stratégie de croissance. Je veux faire croître du mieux possible pour le moment mon capital que j'investis en bourse. Et je ne cherche pas les entreprises qui versent le plus de dividendes. Bon, après, toujours est-il que je note les choses et que ça nous permet, quand on touche des dividendes, d'avoir un petit peu, du cash à investir, hein. Et si on se penche sur l'année 2024, vous voyez, dividendes, en France, on touche beaucoup en mai-avril-juin, quoi. Avril-mai-juin, pardon. Mais voilà, encore une fois, c'est pas ma stratégie, mais je note les choses. Et également, voilà, depuis cette année, j'ai décidé de mesurer mon portefeuille mois après mois. Vous retrouverez toutes les vidéos que je fais, c'est des bilans mensuels sur la chaîne. Mais voilà, je décide de mesurer les choses encore plus précisément pour voir un petit peu, ça me permet d'être plus au courant de comment se déroule l'année pour mon portefeuille, comment se déroule l'année de manière macroéconomique pour les États-Unis, pour la France. Bon, ça, c'est le TF World auquel je me compare. Mais voilà, ça permet aussi d'être un peu plus au contact de la gestion de son portefeuille au quotidien, quoi. Donc voilà, ça, je trouve ça c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Donc vous voyez, j'ai mis des choses en place qui sont très simples. Moi, honnêtement, comme je vous dis, je pense que j'ai encore plus envie de me tourner vers, enfin, d'avoir un portefeuille qui est davantage orienté ETF. Je pense que le mix idéal, ça serait 70% ETF, 30% actions. Et une partie de liquidité, donc il faudrait revoir un peu les chiffres, mais peut-être 60, 20 et 10, quoi. 60, 30 et 10, pardon, pour que ça fasse 100%. Mais voilà, je vais continuer dans cette stratégie-là. Moi, je trouve que, voilà, pour le moment, les performances réalisées, je les trouve très, très satisfaisantes en corrélation avec mes objectifs. Et j'ai réussi, je trouve, au cours de ces 5 dernières années, voilà, à mettre quelque chose en place qui est simple à gérer. Qui est simple à gérer. Et malgré le fait que je vous dise ça, hein, je suis 100% honnête, c'est simple à gérer et pourtant, des fois, je rate mon DCA. Alors que j'ai du cash sur mon PA. Mais ça correspond, encore une fois, je le dis souvent sur la chaîne, essayez de mettre en place un investissement qui vous correspond. euh, Par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à votre situation personnelle, par rapport également à votre stratégie tout simplement de patrimoine. Parce que plus vous arriverez à être en corrélation avec tous ces éléments-là, et plus ça sera facile à gérer au quotidien. Et pour finir, je voudrais partager un petit peu des choses, on va dire un peu plus d'un point de vue psychologique, mindset, des choses qui me paraissent, on va dire, importantes si vous voulez vous lancer en bourse. Si c'est quelque chose dans lequel vous êtes débutant, novice, vous n'avez pas spécialement de compétences, et que vous avez envie, encore une fois, de vous lancer en bourse, sachez que c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à gérer. Mais voilà, je voulais vous partager deux, trois petites choses. Pour moi, il est important d'avoir un plan quand vous vous lancez en bourse, d'avoir un pourquoi. C'est la première chose que j'ai dite en intro quand j'ai recontextualisé pourquoi je m'étais lancé en bourse. Parce que ça va tout définir. Ça va définir votre stratégie, ça va définir votre gestion, ça va définir la répartition de votre portefeuille, ça va définir comment vous allez investir. Moi, je l'ai dit, je veux investir pour répliquer la performance des marchés. Donc logiquement, on se tourne vers des ETF. Logiquement, on cherche à faire 7-8% net minimum par an. Et on est en phase avec nos objectifs. Si demain vous vous lancez en bourse, que vous avez un contexte qui est complètement différent du mien, que vous êtes, je ne sais pas, jeune, avec un bon salaire, des compétences en finance de marché, et que votre objectif c'est de surperformer le marché, vous n'aurez absolument pas le même portefeuille que moi, et vous allez vous tourner vers une stratégie qui est complètement différente. Mais il faut trouver son pourquoi. Savoir pourquoi on investit en bourse, pour moi, c'est essentiel. Parce que sinon, on va faire un peu tout et n'importe quoi au fil de son investissement, sans avoir un peu de ligne directive. Et c'est en faisant tout et n'importe quoi qu'à un moment donné, on va multiplier les erreurs. On va multiplier les sources, on va dire, émotionnelles un peu négatives, qui vont vous faire soit des achats, soit des ventes qui sont pas forcément judicieuses.
Donc voilà, c'est dans un premier temps, ayez un pourquoi, sachez pourquoi vous voulez investir en bourse, quel objectif ça va remplir pour que ça définisse tout simplement votre stratégie. Euh, Deuxième chose, ça va un peu ensemble aussi, c'est faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Les marchés sont là depuis quand? Depuis des dizaines d'années, quoi. Et ils disparaîtront pas. On est dans une économie, pardon, on est dans une économie de marché, on est dans un système capitaliste, mais les marchés sont là, seront encore là demain, seront encore là dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, à moins d'avoir une rupture, voilà, un cataclysme. Mais voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps de choisir la stratégie que vous voulez mettre en place. Vous ouvrez un PEA demain ou un compte titre, prenez votre temps de choisir les bons actifs qui vous conviennent. Voilà, prenez votre temps, soyez honnête avec vous-même, vous inventez pas une vie, vous dites pas que vous allez surperformer le marché alors que vous consacrez zéro temps au quotidien justement à améliorer vos connaissances et vos compétences sur les marchés. Vous inventez pas une vie à vous dire que moi je vais surperformer le marché alors que c'est quelque chose qui est complètement on va dire, hors de votre sphère personnelle, professionnelle. Voilà, vous soyez vraiment honnête avec vous. Encore une fois, je pense que si on est honnête envers soi-même, si on prend son temps, ça sera plus facile à gérer au quotidien. On sera moins soumis, voilà, encore une fois, à nos émotions qui sont finalement le principal danger en bourse, c'est vous. Encore une fois, vos émotions vont vous faire des erreurs. Je le sais, moi je le partage régulièrement sur mes chaînes. Des fois, je fais des petites vidéos un peu euh, au quotidien. Et des fois, je sais que cette année, en 2024, j'ai surréagi par rapport à certaines choses. J'ai surréagi par rapport quand on a eu l'Assemblée qui a été dissoute, où on parlait de peut-être un possible gouvernement d'extrême gauche, ce genre de choses. Ça m'a fait un peu peur. Il faut essayer, voilà. Si vous êtes en phase avec votre investissement, vous aurez moins peur en cas de crise, vous serez moins euphorique en cas aussi de période haussière. Parce que des fois, c'est pareil, on est euphorique et on se dit, ah, ouais, tout monte, j'achète, mais attention, quand on achète, à pas acheter n'importe quel prix. Euh, Prenez un courtier en ligne. Je ne l'ai pas montré, mais moi, si je l'ai montré, je crois, dans la vidéo, mais moi, je suis chez Bourse Direct. Essayez de prendre un courtier où les frais sont les plus bas possibles. Prenez un courtier, un acteur, où les frais, il y en a le moins possible. Les frais sont notre ennemi de la performance. Si vous avez un PEA, si vous décidez d'ouvrir un PEA en banque, vous allez vous faire assassiner par les frais. Donc essayez de trouver voilà, un courtier où les frais sont tout simplement les plus bas possibles parce que les frais sont l'ennemi de la performance. Ça c'est important je trouve. Vous le voyez sur cette chaîne, je le fais systématiquement. Ça c'est peut-être l'un de mes conseils, mais c'est pas uniquement pour l'investissement en bourse, c'est pour tout. Mesurez tout, mesurez tout. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne sachent que je mesure mon investissement en bourse, je mesure mon investissement immobilier que j'ai mis en location courte durée, je mesure mon budget. Mesurez tout, parce que c'est en mesurant tout que vous allez prendre conscience des choses, vous allez pouvoir tout simplement faire des arbitrages et des optimisations. Si vous investissez comme ça au pif, à aucun moment vous allez savoir, je reviens sur la bourse, mais si vous ne connaissez pas un petit peu ce qu'on dit tout à l'heure, la répartition, si vous avez investi, vous mettez 5 000 euros en bourse demain, et puis vous mettez 4 000 euros sur LVMH, et puis vous mettez 50 balles sur une autre boîte, et puis inversement, mesurez tout pour vraiment avoir à l'esprit comment est constitué votre investissement. Encore une fois, ça sera vraiment plus facile à gérer au quotidien. Mesurez tout, c'est vraiment super important, et je le répète, le tableur que vous voyez à l'écran, il est téléchargeable gratuitement sur la chaîne, il y a une vidéo fait pour, vous pouvez trouver le lien en description. Je pense que quand on investit en bourse aussi, autre chose, il faut avoir cet esprit long terme. On l'a vu, commencer en bourse, on l'a vu à travers les indices, je pourrais tous les mettre. Je pourrais mettre le CAC 40, le SP500, tous les indices montent sur du long terme. Ce qui veut dire qu'il faut avoir cette optique dès le départ d'un investissement sur du long terme. Et il ne faut pas juste investir à l'instant T et puis toucher. Il faut, si on veut un petit peu générer ce qu'on appelle cet effet snowball et les intérêts cumulés, qui sont très très puissants, je vous conseille d'aller voir une vidéo sur les intérêts composés, vous allez voir à peu près la puissance des intérêts composés, donc ayez cet esprit long terme. Et soyez le plus régulier possible dans votre investissement en bourse si vous pouvez. Vous voyez, moi j'ai mis un investissement automatique en bourse dès 2020.
Je l'avais mis là. Dès 2020, je mettais 50 € tous les mois. Là, aujourd'hui, on est à 75 et en 2025, j'ai décidé d'augmenter mon versement à 100 €. Évidemment, quand c'est possible. Mais si c'est possible, soyez régulier là-dedans, dans vos apports. Parce que c'est, encore une fois, ce qui va vous permettre de faire grossir votre capital, ce qui va vous permettre d'être davantage exposé, de faire grossir cette boule de neige. Donc, ouais, ayez cette conviction long terme. C'est super important, je trouve, quand on veut se lancer en bourse. Et ça rejoint aussi le fait qu'on peut prendre son temps. On est sur du long terme. Vous voyez, il y a plusieurs choses que je suis en train de dire, je pense qu'ils se répondent un petit peu et qui sont dans la même logique, et c'est intéressant à comprendre. Soyez également, j'ai envie de prendre un peu mon exemple, soyez, avec le temps, essayez d'être opportuniste. C'est-à-dire que, moi je vais reprendre mon exemple, quand je parlais de 2020, où j'ai commencé à investir en janvier 2020, et puis 3 mois après, je me prends le Covid, pleine tête. Et en fait, pour moi, le Covid, alors certes, j'étais dans la vie de tous les jours, j'étais dégoûté, on ne pouvait plus rien faire. Mais par contre, j'ai rapidement switché en me disant, ok, crise sanitaire, impact sur la vie de tous les jours, sur la vie économique, mais ça ne va pas avoir un impact long terme. On va trouver un remède, on va trouver une façon de contourner ce Covid, et on va repartir dans une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Et donc ça, pour moi, c'était une opportunité. Une opportunité de dire, ok, là, il va y avoir une dégradation sur les marchés, c'est un moment où il faut investir. Donc, si en 2025 ou dans les années futures, il y a un point bas, essayez d'être opportuniste aussi quand vous pouvez, parce que c'est aussi comme ça que vous allez améliorer votre performance sur du long terme. Et ensuite, il y a quelques erreurs communes que j'ai faites. Acheter une entreprise surévaluée quand on est un peu dans une phase où tout le monde est euphorique. Là, vous voyez, j'ai envie de... sur mon PEA, je l'ai dit, j'ai envie d'acheter du Ferrari en action, j'ai envie d'acheter du Ferrari, j'ai envie d'acheter du ASML, j'ai envie d'acheter du Nemetschek, mais la plupart elles sont surévaluées. Donc j'attends. Je pense que sur ASML, je pourrais rentrer, je pense, mais j'attends un petit peu. Sur mon compte titre, j'aimerais acheter du Nvidia, parce que Nvidia coche toutes les cases par rapport à ma stratégie de croissance. Je veux faire grossir mon capital. Et Nvidia, on l'a vu, ça a été une croissance exceptionnelle en 2024. Et je pense qu'en 2025, ils seront toujours un leader. Alors, est-ce qu'ils auront la même croissance? C'est le seul truc qui me fait un peu tiquer. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les prix des cours en bourse sont basés sur des attentes. Et si jamais Nvidia fait une très bonne année, mais pas aussi bonne année qu'espéré, le cours d'Nvidia pourrait rechuter. Mais voilà, il faut savoir acheter des valeurs à des bons prix, ce qui est vraiment pas facile. Encore une fois, je le dis, moi je suis pas un expert là-dedans, c'est vraiment pas facile, et ça dépend aussi également de comment vous voyez votre investissement. On peut faire du DCA sur certaines valeurs. Moi j'ai du Apple en portefeuille, j'ai du Microsoft. Alors je fais un DCA beaucoup moins régulier parce que c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus dur à faire du DCA sur des actions, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, j'ai pas de réelles compétences en stock picking, mais moi régulièrement tous les ans j'achète une action d'Apple, une action de Microsoft, et je pourrais me dire sur Nvidia je fais la même chose. J'intègre du Nvidia dans mon portefeuille aujourd'hui. Certes, peut-être je la surpaye, mais je sais que j'aurai un peu de cash si elle prend moins 30% dans les dents, j'en rachèterai une à ce moment-là. Et comme ça, je me construis une ligne Nvidia sur du très très long terme, où je me dis qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que personne peut venir un petit peu les détrôner de leur place, quoi. Donc voilà, il faut faire attention, c'est des erreurs communes, la surévaluation, je pense que c'est la principale. Il y en a une autre, je l'ai déjà dit, c'est se faire influencer, faire attention quand on débute, quand on commence. On a tendance à se faire influencer par des gens qu'on estime légitimes, qui sont là depuis un moment, qui ont, on va dire, aussi de la légitimité publique, c'est-à-dire que y a certaines personnes, quand elles s'expriment, tout le monde acquiesce, quoi, ce qu'ils disent. On pourrait prendre l'exemple des super investisseurs, quand on voit parfois qu'il y a des super investisseurs qui vont lâcher, qui vont vendre ou qui vont acheter telle ou telle entreprise. Il faut faire attention parce qu'on n'a pas du tout le même contexte et on n'a pas du tout les mêmes compétences, pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout les mêmes capitaux, tout simplement. Mais ça, voilà, surévaluation d'une entreprise, acheter au bon moment, c'est pas facile, mais essayer de ne pas acheter quand c'est tout en haut. Ça dépend des entreprises, mais voilà, il faut faire attention à l'évaluation des boîtes. Ne pas essayer de se faire influencer par l'entourage ou
tout ce qui nous entoure, hein, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Euh, et voilà, c'est vraiment les deux principales erreurs que je vois. Et moi, la troisième, mais je l'ai déjà dit, c'est si vous ne mesurez pas les choses, je pense que c'est dommage parce que vous optimisez pas votre investissement. Euh, donc voilà un petit peu pour cette petite, on va dire, euh, petit chapitre un peu mindset, psychologique et les émotions. Ah, voilà, les émotions. En fait, je le dis, mais le, le plus grand danger pour votre investissement en bourse, c'est vous. C'est vous parce que ce sont vos émotions et que vous allez voir, hein, je pense que tout investisseur en bourse à un moment donné, et c'est humain, et je pense qu'on en aura toute notre vie, enfin moi c'est comme ça que je vois un peu les choses, je sais que tout au long de ma vie, il y a des moments où je vais surréagir. Parce qu'on est humain, parce qu'on a des émotions, parce qu'on n'est pas imperméable à ce qui se passe autour de nous, et parce que parfois il y a des choses qui nous font flipper dans la vie. Moi, des fois, il y a des trucs qui me font flipper pour mes gosses, il y a des trucs qui me font flipper pour moi, il y a des trucs qui me font flipper pour mon entourage, il y a des trucs qui me font flipper d'un point de vue planétaire, il y a des trucs qui me font flipper pour mon investissement. Et je pense que je ne serai jamais imperméable à tout ça. Alors avec le temps, on s'endurcit, avec le temps, il y a des choses qui nous aient flippé par le passé, qui nous font plus flipper. Mais il y a toujours des nouvelles choses qui peuvent pop. Donc voilà, il faut faire attention à ses émotions. Et je trouve que pour être le plus en phase avec ses émotions, il faut mettre, encore une fois, je le redis, un investissement en place qui vous convient le mieux, quoi. C'est vraiment, je vais terminer là-dessus, c'est mettez en place l'investissement en bourse qui vous convient le mieux par rapport à votre situation personnelle, professionnelle. C'est ce que je dis tout le temps, pour que ça soit le plus facile à gérer au quotidien. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vais finir également en disant qu'il y a une page qui est en lien dans la description, c'est ma page Bento. L'intérêt de cette page, c'est que vous trouvez mes réseaux sociaux, Discord et Twitter pour me contacter personnellement. On peut échanger par message. Évidemment, vous pouvez laisser vos messages et vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo tout autour de vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si besoin à travers cette page. Vous retrouverez des offres de parrainage pour mes deux courtiers. Donc là, c'est un bilan sur le PEA. Donc mon PEA est chez Bourse Direct. Donc vous avez des offres de parrainage qui bougent assez souvent. Donc là, j'ai mis 30 € offerts, mais ça se trouve, ça sera peut-être mieux ou peut-être moins bien. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez envie d'ouvrir un compte en bourse, à poser en tout cas vos questions. J'adore Discord parce qu'on échange. J'ai toutes les semaines des gens qui viennent me voir sur Discord. On s'appelle, on partage des écrans quand ils veulent, évidemment, je ne les force pas, mais c'est plus facile à comprendre. Et on échange sur des problématiques qu'ils ont. Il y en a beaucoup qui me contactent évidemment par rapport au fichier, parce que c'est un fichier qui est assez costaud, et si on n'est pas à l'aise avec Google Sheet, parfois on ne comprend pas toute la logique. Mais voilà, c'est encore une fois un grand plaisir d'échanger avec vous, de vous aider du mieux que je peux, et continuer à échanger ensemble sur tout ça. Donc voilà, je vais terminer la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne. C'était Papa Investi. Vamos!